Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. 175 personnes détenues dans le cadre de la crise post-électorale sont sorties de la MACA ce lundi 13 août. Cela à la faveur de l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Désormais libres, elles se disent engagées pour la paix. Il est désormais possible pour eux d'établir sur place leur titre de transport. Les transporteurs de la région du Lodjibois n'ont plus à se rendre à Gagnoua ou encore à Abidjan pour le faire. Un centre de gestion intégré du ministère du Transport vient d'ouvrir à Divo. Un accord bilatéral germano-espagnol est entré en vigueur ce week-end. Il porte sur la reprise de migrants se présentant à la frontière autrichienne et qui ont déjà été enregistrés en Espagne. Je vous le disais tantôt, 175 personnes détenues dans le cadre de la crise post-électorale sont sorties ce lundi matin de la MACA, cela à la faveur de l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Désormais libres, eh bien, elles se disent engagées pour la paix. C'est ce que nous rapportent Ahmed Traoré et Gabriel Zani. Anciennement leader de jeunesse et opérateur économique, Agnès Melej-Fred est âgée de 38 ans. 6 ans durant, il a séjourné à la MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Il a retrouvé la liberté ce lundi 13 août. Agnès Melej-Fred fait partie des 300 prisonniers de la crise post-électorale qui ont bénéficié de l'amnistie signée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Une liberté qu'il savoure, lui et ses co-détenus. Pour nous, depuis longtemps, nous avons dit que les problèmes peuvent se régler entre nous les Ivoiriens. Et voilà qu'aujourd'hui, tous les camarades, tout le monde se retrouve dehors. Et vous voyez la joie, vous voyez l'ambiance, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est un acte fort qui va booster la réconciliation. L'amnistie est bien arrivée et ça a permis une décrispation au niveau de tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est une joie, une fierté pour le pays. On sent un grand pas vers la réconciliation. Après la MACA, nous nous sommes rendus à Yopougon-Selmer pour rencontrer un autre ex-détenu qui a retrouvé sa famille 5 ans après son incarcération. L'émotion est totale. Quand tu traverses tout ce qu'on a traversé et que tu retrouves la famille, franchement, les mots manquent. On ne sait même pas quoi dire. Tout simplement, c'est de remercier le président de la République pour ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Aujourd'hui, mon petit frère, Théophile Zaourou est dehors. Mon petit blanc, mon trésor, 5 ans en prison. On était dépaysés. On a pensé que la vie s'était arrêtée. Mais aujourd'hui, là, on retrouve la vie. À ce jour, 175 prisonniers sur les 300 concernés par l'amnistie ont retrouvé la liberté. Selon le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le collectif des prisonniers de la crise post-électorale entend parcourir le pays pour prôner le pardon et la réconciliation. Voilà, le 6 août dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, prenait donc une ordonnance d'amnistie pour 800 personnes liées donc à la crise post-électorale. À partir de ce moment, autant de questions se posent. L'amnistie, c'est quoi? Comment cela va-t-il se passer concrètement? Quelles sont les procédures à suivre pour les concernés? Éléments de réponse justement dans ce reportage signé Ouattara Lancinet. Les bénéficiaires de l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État ont désormais un casier judiciaire qui ne fait pas mention des actes commis pendant la crise post-électorale. Ça veut dire concrètement que par cette ordonnance qui a été prise le 6 août 2018, toutes les personnes concernées sont lavées de toute procédure judiciaire les concernant. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout été poursuivis. Ces personnes ne peuvent plus être poursuivies. Il y a des personnes qui ont été poursuivies, dont la procédure se trouve à l'instruction devant le juge d'instruction. Il est mis fin à l'instruction de cette procédure et ces dossiers sont classés au greffe. En clair, il est interdit à quiconque de chercher ou de faire cas des actes amnistiés sous peine de sanction. L'amnistie est cependant différente de la grâce présidentielle. En droit pénal, c'est une suppression ou une réduction de la sanction. Par l'effet de la grâce, le condamné ne subit pas sa peine.
Donc, il est dispensé de l'exécution de la peine. Dans la libération de 800 personnes, il s'agit avant tout de procédures. Car même si la décision du président est immédiatement exécutoire, il n'en demeure pas moins qu'il faut se conformer aux méthodes de l'administration judiciaire. Il y a une procédure qui est suivie. Et la procédure est fonction de la situation pénale de chaque individu. Sur la question de savoir si la prise de l'ordonnance est en droite ligne des procédures, pas de doute. La première possibilité, c'est que le président de la République parte à l'Assemblée nationale pour présenter la loi, ou bien envoie un émissaire, un commissaire du gouvernement, pour présenter la loi d'amnistie. Ça, c'est une possibilité, les députés votent. La seconde possibilité, c'est que le président de la République se fasse habiliter à agir par voie d'ordonnance. C'est cette seconde possibilité qui a été choisie. Elle a la même valeur que la première. Donc, à partir du moment où le président de la République a été habilité, alors il prend l'ordonnance. Après, il va retourner devant l'Assemblée nationale ou par un émissaire ou un commissaire du gouvernement pour obtenir la ratification de l'ordonnance. Donc, à ce niveau, il ne doit pas avoir de polémique. Voilà, peu importe, les effets sont les mêmes. C'est une question de procédure. Ainsi, dans cette forme de pardon social, le président de la République a voulu la symbolique du 7 août, fête de l'indépendance, pour marquer un tournant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et le groupe parlementaire RDR de l'Assemblée nationale salue les actes de paix et de cohésion sociale posés par le chef de l'État. L'amnistie de ces 800 personnes apparaît pour ce groupe comme une contribution incontestable au raffermissement de la paix et de la réconciliation entre les Ivoiriens. Déclaration recueillie pour vous par Herman Guivet. Au nom des 129 députés qui composent le groupe parlementaire RDR, le président de ce groupe parlementaire, Diawara Mamadou, a tenu à s'exprimer sur la décision d'amnistie de 800 personnes prise par le chef de l'État à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne l'ordonnance d'amnistie signée par le président de la République, le groupe parlementaire RDR salue cette décision courageuse, eu égard aux nombreuses conséquences qu'un tel acte peut induire. Décider d'accorder une amnistie à plus de 800 personnes détenues ou poursuivies à l'issue de la crise post-électorale de novembre 2010 est un acte majeur de décrispation sans commune mesure. Avec l'amnistie, c'est la condamnation elle-même qui disparaît. Comprenons donc la portée hautement humaine et la grande générosité de cœur du président de la République de permettre aux filles et aux fils de la Côte d'Ivoire de se retrouver. Cette décision, dont les effets sont perceptibles dans les familles, mérite donc une reconnaissance particulière à ce grand homme d'État qu'est le président Ouattara. À travers cet acte, c'est le pardon de la nation tout entière envers ses filles et ses fils. Le groupe parlementaire RDR saisit toute cette occasion pour encourager le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à continuer le dialogue avec son aîné, le président Henri Konan Bédié, car ils aiment tous deux à le rappeler. Feu, le président Félix Houphouët-Boigny, je cite, « Le dialogue est l'arme des forts ». Constatant les effets de ces décisions au sein d'une partie de la population ivoirienne et la décrispation que cela a suscité, on ne peut que saluer cette vision et l'encourager. Le groupe parlementaire RDR soutient fermement le président de la République à poursuivre cette dynamique de décrispation afin de consolider la cohésion sociale, la réconciliation et le vivre ensemble. Voilà, déclaration du groupe parlementaire RDR, déclaration recueillie pour vous par Herman Guivet. La coordination africaine des droits de l'homme pour les armées fait la promotion du genre. La structure vient d'initier une rencontre ici même à Abidjan. Cela pour mener la réflexion sur les conditions d'accès des femmes au sein des armées de Côte d'Ivoire. L'idée, notez-le, est de faire passer le taux de femmes au sein de ce corps de 2 à 20%. C'est ce que nous rapporte Walter Amadou Ouattara.
La rencontre s'inscrit dans le cadre d'un plaidoyer pour la promotion du genre et l'égalité des sexes dans les armées ivoiriennes. Il s'agit pour la CADA, Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, de faire prendre des résolutions afin d'inciter les autorités à faciliter l'accès des forces armées aux femmes. Je suis très content que nous ayons le commandant de NSOA aujourd'hui, qui est une femme, qui a participé en son temps avec nous, la CADA, à la formation, une femme à la tête de l'armée de Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? La place de la femme au sein des armées et de sécurité, tel est le thème de cette rencontre. L'historique, les avancées et le pourcentage des femmes dans l'armée sont entre autres les points abordés. L'intégration du genre dans les armées est une réalité. Aujourd'hui, les forces armées de Côte d'Ivoire sont à 2% d'utilisation. Par rapport à la vision du chef de l'État d'ici 2020 de passer à 20%, d'énormes efforts sont à consentir. Nous pensons que cela peut se faire. L'activité est financée par la CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, dans le but de soutenir les actions du gouvernement et de lutter contre les violences basées sur le genre. L'État passe par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire pour octroyer des subventions aux organisations de la société civile. La coordination des ONG pour la promotion des droits de l'homme dans les armées a soumissionné et a obtenu un financement pour faire de la sensibilisation. En Côte d'Ivoire, c'est en 1961 que les femmes ont intégré l'armée en tant que cuisinières, couturières, aides-soignantes et éléments du service civique. L'annuaire statistique, c'est un outil relatif au mariage, divorce, naissance ou décès enregistrés au cours de l'année. Eh bien, celui de 2017, le 4e, a été présenté récemment à l'Assemblée des partenaires au développement. On en sait davantage dans ce reportage signé Michel Digré. C'est un outil essentiel d'aide à la décision et à la planification, tant pour le gouvernement que pour les partenaires sociaux. L'annuaire renferme des données statistiques relatives aux naissances, mariages, divorces et décès provenant de l'ensemble des centres d'état civil de Côte d'Ivoire pour l'année 2017. Cet annuaire constitue déjà un embryon de statistiques vitales, mais il faut toujours aller plus loin en prenant en compte de nouveaux paramètres pour faire de cet outil un véritable instrument de planification. Tel est notre vœu. L'analyse de l'annuaire révèle que le taux d'enregistrement des naissances est en baisse par rapport à celui de l'année précédente, soit 74,8% en 2016 et 70,8% en 2017. Le taux d'enregistrement des décès peu fiable avec 18,2% en 2016 et 17,6% en 2017. L'on enregistre le même taux de nuptialité en 2016 et 2017, soit 1,1%, et le taux de divorcialité de 48,2% en 2016 passe à 50% en 2017. Les données contenues dans l'annuaire montrent un faible taux de performance de notre système d'état civil, socle du registre national des programmes des personnes physiques, RNPP. Les principales actions conduites par le gouvernement au cours de l'année 2018, dans le cadre de la réforme du système d'état civil, ont abouti à l'adoption du nouveau projet de loi sur l'état civil et du projet de loi spécial de déclaration des naissances et de l'établissement d'identité, à la mise en œuvre du RNPP, c'est-à-dire le régime national des personnes physiques. Cet annuaire est à sa 4e édition. C'est une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité avec l'appui financier de l'UNICEF. Il est désormais possible pour eux d'établir sur place leur titre de transport. Les transporteurs de la région du Lodjibois n'auront plus à se rendre à Gagnoua ou encore à Abidjan pour le faire. Un centre de gestion intégré du ministère du Transport vient justement d'ouvrir à Divo et c'est avec Cheikh Koné qu'on en parle. Yobale Guamene est promoteur d'auto-école dans la ville de Divo depuis près de 30 ans. Pour établir les documents relatifs au permis de conduire de ses apprenants, Yobale effectue tous les mois des allées et venues entre sa ville et les centres de gestion intégrés de Gagnoua ou d'Abidjan. Une situation qui cause certes d'énormes désagréments à ce chef d'entreprise, mais bien plus aux candidats à la conduite dans cette région. Nous avons des demandeurs qui sont dans les campements, dans les villages, qui sont reculés.
Et là aussi, les pistes villageoises sont un peu dans un mauvais état. Donc c'est véritablement un frein. Et pour cela, certains préfèrent aller s'orienter vers Abidjan ou d'autres régions pour apprendre à conduire et avoir les permis de conduire. Ou il y en a même qui n'en font même pas du tout parce qu'ils ne peuvent pas effectuer ce déplacement. Un cri de cœur entendu par les autorités compétentes qui ont décidé de doter la région du Lodjibois d'un centre de gestion intégré afin de soulager les transporteurs et les populations pour l'établissement de leur titre de transport. C'est un bâtiment flambant neuf avec toutes les commodités. Coût des travaux, 70 millions de francs CFA. On ne va pas se lever à 4 h à 3 h pour attendre quelque part. Donc c'est vraiment l'une des visions du gouvernement qui était de rapprocher davantage les usagers de la production et aussi regrouper sur un même site tous ceux qui concourent à produire les types de transport. Pour les populations et les transporteurs de la région, l'ouverture de ce centre est une véritable aubaine. L'avantage pour nous, c'est énorme. Le coût, c'était le triple des dépenses. Il fallait payer l'hôtel, le risque des voyages, tout, la nourriture. Au lieu de 20 000 pour échanger un permis, tu te retrouves à presque 60 000. Pour l'opérateur en charge des centres de gestion intégrés, cet investissement s'inscrit dans la vision du gouvernement qui vise à rapprocher davantage les services de l'administration du transport aux usagers et à leur assurer une meilleure qualité de service. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de ce centre régional du Lodjibois, vous avez la même qualité de prestation comme si vous étiez à Abidjan, comme si vous étiez à Korogo, à Boundiali, ou que vous vous trouviez sur le territoire national. Donc c'est le premier acquis, uniformisation, meilleure accessibilité au niveau des services de transport. Implanté depuis 4 ans, cet opérateur a investi près de 17 milliards de francs CFA dans la construction de 30 centres de gestion intégrés sur toute l'étendue du territoire. Il prévoit passer dans les mois à venir à une autre phase, celle de la digitalisation dans l'établissement des titres de transport afin de dématérialiser les procédures. Notons qu'au cours de cette cérémonie d'inauguration, des kits d'authentification des titres de transport ont été remis aux forces de l'ordre du chef-lieu de région. La question de l'emploi au cœur de la 3e édition du Forum de la jeunesse de Yopougon. Jeunesse et réseaux sociaux, dynamique de changement, c'est le thème retenu pour cette édition. Édition marquée par des panels et autres activités, cela pendant 3 jours. On fait le point avec Patricia Omouetia. Quelques 120 jeunes issus de la commune de Yopougon se sont réunis pour la 3e édition du Forum de la jeunesse de Yopougon. Pendant 3 jours, ils vont participer à des panels et des ateliers pour relever les défis de l'autonomisation des jeunes. Cette année, nous comptons encore renouveler l'appui que nous donnons chaque fois à cette jeunesse. C'est pour ça que nous avons parlé du PSF, qui est une structure de la mairie de Yopougon, qui aide aussi la jeunesse et nous les mettons toujours en contact. La PFS de Yopougon reçoit 197 millions par an pour prendre en charge cette jeunesse, pour améliorer les acquis qu'ils ont déjà eus les années passées. Pour l'édition précédente, un fonds de 100 millions a été mis en place par la mairie de Yopougon pour la création de projets au profit des jeunes. 190 jeunes ont bénéficié de ce fonds. Le thème de ce forum, jeunesse et réseaux sociaux, dynamique de changement, est également un prétexte pour sensibiliser les jeunes à s'approprier les TIC. Ce que nous attendons, c'est d'abord la prise de conscience des jeunes, surtout pour leur rôle sur les réseaux sociaux. Vous êtes sans ignorer que les jeunes un peu sur les réseaux sociaux, ça donne à d'autres choses pas intéressantes, alors que sur les réseaux sociaux, nous pouvons développer plusieurs activités, nous pouvons développer notre personnalité et ça nous permettra quand même de pouvoir gagner la place dans le processus de développement du pays. Le Forum de la jeunesse est un cadre de réflexion pour stimuler l'insertion des jeunes dans le tissu social. Un pas vers le développement. 3 villages de la région du Gontougo, désormais reliés au réseau électrique national. Il s'agit de Zéré, de Kandenan et de Kwafo Akidom. Zéré et Kandenan dans la sous-préfecture de Tabagne. Kwafo Akidam dans la sous-préfecture de Sorobango. 3 villages qui peuvent enfin rayer l'électrification de la liste de leurs priorités. Ces 3 localités sont désormais connectées au réseau électrique national.
Un pas vers le développement que les populations de ces villages ont tenu à célébrer en présence du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani et du secrétaire d'État Siaka Ouattara, tous deux cadres de la région du Gontougo. Durant ces 7 dernières années, le taux d'électrification des villages de la sous-préfecture de Tabagne est passé de 5 à 70%. Dans la sous-préfecture de Sorobango, 11 villages bénéficient déjà de la lumière. Ce sont des faits qui marquent notre région et pour lesquels nos parents ne peuvent rester indifférents. C'est pour cela qu'à l'occasion de ces cérémonies, ils ont pris l'engagement de rendre hommage au chef de l'État, lui dire merci pour ses actions de développement et également pour la promotion qu'il fait pour certains de nos cadres. En marge de cette fête de la lumière à Kwafo Akidam, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a investi Naman Assare Adou-Kwadio en qualité de nouveau président de l'association des chefs traditionnels des sous-préfectures de Sorobango et Tagadi, une association qui s'engage à œuvrer pour la cohésion sociale et le développement du Gontougo. Et le reportage est signé Traoré Mama. Avec Hugues Hervé Blé, rendons-nous à présent à Fatima, au Portugal, où des chrétiens catholiques ivoiriens sont en pèlerinage. Ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Un cierge pour la paix en Côte d'Ivoire. Cet acte de foi, les pèlerins ivoiriens l'ont posé au 2e jour de leur présence à Fatima. C'est tous ensemble qu'ils ont, par l'intercession de la Vierge Marie, imploré la grâce de Dieu sur leur pays, dans ce sanctuaire, l'un des principaux centres du culte marial dans le monde. C'est pour la Côte d'Ivoire que j'ai porté ce siège, car pour moi, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand que mon pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui m'a motivé en portant ce siège pour implorer l'intercession de la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, pour que la paix tant désirée, la paix tant voulue, la paix qui est déjà en Côte d'Ivoire, que cette paix se consolide chaque jour davantage. Le cierge, pour nous, symbolise le Christ qui est la lumière du monde. Le Christ est le prince de la paix, il est le conseiller merveilleux. Et à travers ce cierge, nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour que notre pays soit un pays de paix. La procession avec le cierge a été précédée d'une messe dite au sein de la chapelle L'Ange de la Paix au pied de la Vierge Marie. Avec foi, des prières sont montées à Dieu pour qu'il pose son regard bienveillant sur la Côte d'Ivoire. Un moment de communion au sanctuaire de Fatima qui matérialise l'apparition de la Vierge Marie et son appel à la prière du chapelet aux 3 petits bergers en 1917. C'est important que nous prions pour la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'actuellement, la Côte d'Ivoire est en train de passer quelques mouvements politiques et que nous avons besoin que le Seigneur Jésus nous apporte le discernement. Le discernement pour tous les Ivoiriens, mais plus particulièrement à nos dirigeants. En ce moment où nous sommes ici, beaucoup d'autres Ivoiriens, nos frères musulmans, sont à la Mecque. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est un pays bien de Dieu. Donc, il est important pour tout Ivoirien de venir prier pour la Côte d'Ivoire, pour les hommes politiques, pour les hommes de l'administration et même pour le citoyen lambda, pour la Côte d'Ivoire qui nous a tout donné. Chaque jour qu'ils ont passé à Fatima, le soir, les pèlerins ont participé au chapelet et à la procession mariale au sanctuaire pour continuer de confier leurs différentes intentions de prière et la paix en Côte d'Ivoire au Seigneur. Retour en Côte d'Ivoire donc pour un petit tour à l'intérieur du pays. Je vous propose des échos de la célébration de la fête de l'indépendance. C'était le 7 août dernier. À Kondrobo, sous-préfecture du département de Béoumi, la fête de l'indépendance se veut tournante. Pour cette année, c'est le village du Kokoflé qui a abrité les festivités. Béi Gompleu, le sous-préfet, a salué les efforts déployés par le président de la République pour le sort de cette jeune sous-préfecture. Il a exhorté les cadres à s'investir dans la réalisation de logements pour accueillir les fonctionnaires et agents de l'État.
La célébration de la fête de l'indépendance à Kokoflé s'est voulue aussi festive. Pour la commémoration de l'an 58 de la Côte d'Ivoire souveraine, les populations de la sous-préfecture de Logoualé ont investi le village de Soapleu pour la circonstance. Revue des troupes, salut aux couleurs, puis adresse à la population. Guy Adolphe, sous-préfet de Logoualé, a exhorté ses concitoyens à être des Ivoiriens nouveaux, selon la vision du président Alassane Ouattara. Concernant les conflits fonciers très récurrents dans la zone, l'administrateur civil indique que des mécanismes sont prévus par la loi ivoirienne pour endiguer ce phénomène. 7 août 1960, 7 août 2018, 58 ans que la Côte d'Ivoire n'est plus sous le joug de la colonisation. L'événement est célébré à Bonnet, comme partout en Côte d'Ivoire. Sur la place publique, les populations ont répondu massivement à l'appel de l'autorité préfectorale. Afanga Gougui a saisi la lucane pour sensibiliser ses concitoyens sur les conséquences néfastes de la vente illicite des terres. Pour la sous-préfecture de Blapleu, dans le département de Biancoumont, c'est le village de Guégouin qui a abrité les festivités marquant la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Des festivités placées sous le signe d'un nouveau départ pour le développement grâce à la paix et à la cohésion sociale. Le sous-préfet Corentin Kouadio a donc invité chacun à se détourner des sémences de la haine, de la division, mais plutôt à œuvrer pour le sort de la sous-préfecture. Kabangui, village de la sous-préfecture de Tienko, département de Mélignan. Le village aux couleurs nationales pour la célébration des 58 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Dans son adresse, le sous-préfet de Tienko, Sigbe Gbagbe Donatien, a souligné les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Il a également invité les populations de sa circonscription à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. C'est par le défilé des cours sociaux professionnels qu'a pris fin la célébration des 58 ans de la Côte d'Ivoire indépendante à Kabangui. 7 août 1960, 7 août 2018, la Côte d'Ivoire souveraine fête ses noces d'érable. Sagui Pleu réunit les ressortissants de Saint-Guinée pour l'occasion. Conan Guillaume, administrateur civil, fait la revue des troupes avant de s'adresser à ses concitoyens. Il a invité les populations à préserver le climat de paix au cours des prochaines élections. Il a exhorté toutes les forces vives à se mettre au travail pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Un défilé militaire et civil a embelli la cérémonie. La mobilisation de ce jour, 7 août 2018, 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, traduit l'espérance de Faraba en une Côte d'Ivoire de progrès. Un pays qui a retrouvé son dynamisme sous la conduite éclairée du président Alassane Ouattara, faisant ainsi de la Côte d'Ivoire la locomotive de la sous-région, a indiqué Pokou Guillaume, sous-préfet de Dianra. La sous-préfecture de Dianra, région agricole par excellence, doit apporter par l'énergie de ses fils sa contribution significative à l'édification nationale, a-t-il ajouté. Saisissant l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Béouin, le sous-préfet a sensibilisé ses concitoyens sur les litiges fonciers. Il les a invités à adhérer pleinement au projet de délimitation des terroirs villageois en cours. Enfin, il a lancé un appel à l'union sacrée autour de Béouin pour sortir cette sous-préfecture de son enclavement. Le traditionnel défilé des forces vives a mis fin à la cérémonie. On termine en image avec cette information. Un accord bilatéral germano-espagnol est entré en vigueur ce week-end. Il porte sur la reprise de migrants se présentant à la frontière autrichienne et qui ont déjà été enregistrés en Espagne. Notez que ce dossier avait créé une longue crise gouvernementale en Allemagne. Eh bien, Madrid et Berlin sont convenus d'aider le Maroc, pays transit des migrants, à obtenir davantage d'aide de l'Union européenne, cela pour le contrôle de ses frontières. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.